Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons nous rendre au cœur de l'Asie et découvrir un affrontement qui va opposer les armées chinoises aux armées arabes quelques années à peine après la bataille de Poitiers. Nous voilà donc au 8e siècle en Asie centrale, c'est-à-dire cette partie du monde où à l'heure d'aujourd'hui nous avons réussi à écaler à peu près tous les pays qui terminent en ce temps. La région qui va le plus nous intéresser, ça va être la Sogdiane. Et la Sogdiane, elle a tout pour attirer un conflit. Tout d'abord, elle est traversée par une des branches de la route de la soie. Et donc, pour le plus grand bonheur des marchands sogdiens, il y a de nombreuses marchandises y transitent. Par exemple, vous allez retrouver de la soie, de l'encens. Et comme on est dans une époque assez fun, bien évidemment, quelques esclaves. En plus de ça, elle est aussi le point de rencontre de deux grandes puissances de l'époque. D'un côté, la dynastie des Tang, qui règne sur la Chine depuis l'an 618. L'autre, le califat omeyyade, qui sera remplacé en 750, suite d'une guerre civile, par le califat abbasside. Je vous le laisse en mille, les deux grandes factions essaient d'influencer cette région. Chacune va alors s'y créer des alliés et des vassaux, et ça en général c'est le début des ennuis. Et bien entendu, ça ne loupe pas, puisqu'au milieu du 8e siècle, deux petits royaumes vont se faire la guerre. L'un d'entre eux va alors faire appel à son allié Chine. Et les Tang, vu que c'est des mecs bien, y répondent présents et décident d'y envoyer une armée commandée par le général Gao Xiangji, connu pour avoir mis une raclée aux Tibétains 4 ans auparavant. Et une fois de plus, Gao il va faire du bon travail. Il arrive, il met fin au conflit, il pille le pays vaincu et il décapite son souverain. Et ça, étonnamment, ça plaît pas trop à la population concernée et encore moins au fils du défunt souverain, qui décide lui aussi d'aller chercher son allié, c'est-à-dire le califat abbasside. Et les abbassides, mais c'est eux aussi des Kabyens. Alors, il décide d'y envoyer également une armée commandée par le général Ziyad Ben Said. En juillet 751, les armées de Ziyad et de Gao se font alors face selon le long du fleuve Talas, quelque part entre l'actuel Kyrgyzstan et l'actuel Kazakhstan. Et c'est ainsi que s'arrête cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Non, je rigole, mais en fait, pas tant que ça. En effet, les historiens n'ont que très peu de sources sur le sujet. Les mentions les plus récentes découvertes en Chine datent de 2 siècles après les événements et côté arabe de 5 siècles après les événements. Alors, qu'est-ce qu'ils savent exactement? La position? Non, pas vraiment. Quelque part le long du fleuve Talas sans avoir une idée exacte de la position du champ de bataille. Les effectifs et les pertes ne sont pas connus. En revanche, ils en savent un peu plus sur la composition des deux forces. D'un côté, donc, l'armée abbasside, constituée principalement de soldats issus du califat, mais aussi d'auxiliaires issus de tribus nomades turco-mongols. De l'autre, l'armée des Tang, composée principalement de soldats chinois, mais également d'auxiliaires issus de tribus nomades turco-mongols, dont parmi eux les Karlouks, que je vous conseille de retenir pour la suite. Quand je vous parle de tribus turco-mongoles, je parle de tribus qui vivaient sur un secteur s'étendant du nord de la Chine actuelle jusqu'à la mer Noire. Revenons à notre combat. Qu'est-ce qu'on sait exactement du déroulé de la bataille? Pas grand-chose non plus, mis à part que le combat aurait duré plusieurs jours et qu'il a pendant longtemps été indécis. Longtemps, jusqu'à ce que les Karnouks décident de retourner leur veste et de quitter leur allié chinois pour rejoindre les troupes abbassides. Ceci va leur provoquer la retraite et la défaite des armées chinoises. Pourtant, les troupes de Ziyad ne vont pas poursuivre leur adversaire. Alors pour ça, il y a plusieurs hypothèses. La première voudrait que les pertes subies par les forces arabes soient trop importantes, rendant ainsi la poursuite de leur adversaire dangereuse, voire carrément impossible. Notre hypothèse est que le califat abbasside est très récent. Il est né 1 an avant, à l'issue d'une guerre civile. Donc pas impossible de penser que les dirigeants du califat préfèrent garder leurs troupes à portée de main plutôt que de les lancer dans une expédition lointaine. Tant, l'armée chinoise ne tentera pas de prendre sa revanche. En effet, en Chine, les dissensions internes et les menaces externes vont alors s'aggraver et vont occuper les Tang pour les décennies à venir.
Puis par la suite, les empereurs chinois vont petit à petit se désintéresser de cette partie du monde. Et pourtant, cette bataille n'est pas sans conséquences pour l'Asie centrale. Si en effet le califat abbasside a cessé toute extension militaire dans cette partie du monde, l'islam, elle, petit à petit va s'étendre jusqu'au XIVe siècle. Et on le voit encore aujourd'hui puisque la religion musulmane est encore très pratiquée en Asie centrale. Et de même, à l'ouest de la Chine se trouve la minorité ethnique des Ouïghours qui est de culture turco-mongole et de confession musulmane. Si vous voulez briller en société, je vous offre une dernière petite anecdote. Il faut savoir que pendant la bataille de Talas, de nombreux soldats chinois ont été faits prisonniers. Il semblerait que parmi eux se trouvaient des artisans dont le métier était de fabriquer du papier, un art que maîtrise la Chine depuis déjà un bon moment. Le califat abbasside va donc utiliser ces prisonniers pour se mettre lui aussi à la production de papier. Il va falloir encore attendre quelques temps avant que ceci arrive en Occident. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ce qui est certain, c'est que le flambeau est désormais entre vos mains et je vous dis à bientôt.